Salut Yann. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Yann, tu es sénateur de Paris, sénateur communiste. Si je t'ai invité, c'est pour parler de la situation politique qui est on ne peut plus confuse. Je dis pas que tout le monde a perdu ses bases, mais enfin, on sait pas trop où est-ce que va aller le pays. En ce moment, on débat des lois budgétaires au Sénat. Est-ce que tu peux nous dire, là, on est jeudi 27 novembre à 14h48, ça sera sûrement différent dans quelques heures, mais aujourd'hui, on en est où? Comment tu analyses? Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait de ce qui se passe aujourd'hui sur ce texte au Sénat? Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'on a déjà eu un aperçu au Sénat des intentions de la droite. La droite sénatoriale est majoritaire ici, elle a 2/3 des sièges quasiment, et ce qu'elle a fait sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale est une monstruosité absolue. C'est-à-dire que le PLFSS qui a été adopté hier dans sa version sénatoriale est pire encore que la version initiale de Sébastien Lecornu. C'est-à-dire qu'en réalité, on se retrouve avec le budget Bayrou tel qu'il était conçu initialement, ce qui lui a d'ailleurs valu un vote de défiance. C'est-à-dire le gel des prestations sociales, le gel des pensions de retraite au-delà de 1 400 €, comme si un retraité qui touche 1 400 € était riche, le doublement des franchises médicales, bref, c'est le musée des horreurs de A à Z. Et il n'y a absolument rien qui indique qu'il en ira différemment sur le projet de loi de finances dont la discussion commence en ce moment même. Ceci étant dit, est-ce que tu penses que cette version du budget, en tout cas là pour ce qui est de la sécurité sociale, mais je ne doute pas que ça va être la même chose pour le budget de l'État, est-ce que tu penses qu'il y a des chances que ça soit finalement le budget qui soit voté par le Parlement avant la fin de l'année? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si au final on atterrissait sur une copie qui peu ou prou ressemble à celle adoptée par le Sénat, je ne vois pas bien comment le gouvernement pourrait tenir. Pas seulement parce qu'il n'y aurait pas une majorité à l'Assemblée nationale pour laisser perdurer un tel gouvernement, mais parce que tout ça est diamétralement opposé à ce que souhaite une écrasante majorité de Français. Il n'y a quand même pas une majorité de Français dans notre pays pour dire que un RSA au niveau où il est doit être gelé, pour dire que les pensions de retraite de 1 400 € doivent être bloquées, pour dire qu'on doit demander des efforts supplémentaires aux malades, c'est-à-dire aux plus fragiles d'entre nous. Or, c'est exactement ce qui est en train de se dessiner, avec quand même quelque chose d'assez caricatural. On a ici une droite sénatoriale qui, matin, midi et soir, tire la sonnette d'alarme sur le niveau de la dette, sur le niveau de l'endettement, et qui, dans le même temps, balaie d'un revers de main toute forme de contribution supplémentaire demandée aux grandes entreprises. On est quand même ici dans une institution qui a travaillé de manière d'ailleurs assez intelligente sur une commission d'enquête relative aux aides publiques aux entreprises. C'est Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui en était à l'initiative. Mais enfin, c'était une commission d'enquête, donc par définition, elle était transpartisane et majoritairement constituée de sénateurs de droite. Elle a notamment permis de faire apparaître que chaque année, nous versons 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie. Toutes les préconisations ont été adoptées à l'unanimité. Et de tout cela, de tout ce travail-là, il ne ressort rien dans le cadre du débat budgétaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un niveau d'endettement record, on sait qu'on a 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises versées chaque année, parfois des entreprises qui licencient, qui délocalisent, qui font de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire à peu près un tiers du budget de l'État. C'est-à-dire quasiment exactement des chiffres absolument faramineux, on n'en tire aucune espèce de conclusion. C'est quand même un monde. Bon, et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment même. Alors, en face de ce qui est proposé donc par ces droites ou par cette droite, je ne sais pas s'il faut les mettre au singulier ou au pluriel, il y a la gauche, et là on voit qu'il y a quand même des stratégies qui sont pas tout à fait les mêmes en fonction des groupes politiques. On voit la France Insoumise qui refuse, alors c'est pour l'Assemblée nationale puisqu'ils ne sont pas de sénateurs, mais à l'Assemblée nationale qui refuse tout et qui est ils disent non genre strictement à tout ce qui est proposé par le gouvernement et par le bloc
central. Du côté des écologistes et des socialistes, là il y a différentes musiques. Il y en a certains chez les écologistes, je pense par exemple à Yannick Jadot, ou chez les socialistes, je pense par exemple à Patrick Kanner ou Philippe Brun, qui disent finalement peut-être qu'il faudrait dealer avec le bloc central. Patrick Kanner dit, qui est un sénateur, le patron des sénateurs socialistes, il dit lui, peut-être qu'il faudrait ressortir le 49.3 mais sur un texte négocié, sur un texte de budget négocié. Yannick Jadot, il dit pourquoi pas un accord global, un deal global qu'on pourrait faire avec le bloc central. Toi, Yann Brossat, sénateur communiste, qu'est-ce que tu penses en fait de ces propositions ? Moi, j'ai tendance à trouver que depuis maintenant plusieurs mois, il y a beaucoup de désaccords factices entre nous. Et qu'en réalité, très régulièrement, on se prend la tête à gauche, on s'engueule entre nous, parfois de manière très sévère. Et en réalité, comme les gouvernements successifs depuis maintenant un peu plus d'un an, restent arc-boutés sur des positions hyper libérales et hyper réactionnaires, ils résolvent le problème d'eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, je trouve qu'on perd beaucoup de temps, alors même qu'il n'y a, à mon avis, pas beaucoup d'illusions à se faire sur l'orientation politique du gouvernement. Regardez ce qu'ils ont fait sur la taxe Zuckman, par exemple, où ils ont balayé d'un revers de main cette proposition qui pourtant suscitait l'approbation d'une grande majorité de Français et ne touchait que les 1400 foyers français qui ont des patrimoines absolument faramineux, c'est-à-dire plus de 100 millions d'euros. Ils ont même balayé la version light. Et ils ont même balayé la version light. C'est-à-dire que, regardez, ça c'est typique. On s'engueule pour savoir s'il faut la version maximaliste ou la version light. Et au final, le gouvernement dit non à la version light. Donc ça ne servait à rien de s'engueuler entre nous. Et je trouve que ça nous arrive assez régulièrement. Donc je vois bien pourquoi. C'est lié au fait que on a besoin sans doute, certaines forces politiques à gauche ont sans doute besoin de justifier des candidatures différentes à l'élection présidentielle. Mais ça nous fait mal au final. Et moi je crois que ça fragilise toute la gauche. Et donc regardons avec un peu de lucidité les intentions du gouvernement et je pense que ça nous aidera à avancer. Oui, mais dire il n'y a rien à tirer d'un quelconque accord avec ce gouvernement, là, tu te mets en contradiction avec Patrick Kanner et Yannick Jadot, pour ne prendre que. Ça peut arriver, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que on est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on mène des combats, on fait des propositions, on l'a toujours fait. Parfois, même en étant dans l'opposition, on a obtenu un certain nombre d'avancées. Je me souviens quand André Chassaigne s'était battu pour la revalorisation des retraites agricoles, on n'a pas fait un deal avec le gouvernement à l'époque. On a mené un combat public. Il y avait sans doute une majorité de gens qui trouvaient effectivement injuste que les retraités de l'agriculture touchent des pensions de misère. Et au final, le gouvernement à l'époque a consenti à avancer sur cette voie-là, alors même qu'il avait la majorité absolue, donc il n'avait même pas besoin de nos voix. Donc menons des combats, tâchons de parler aux Français et de recueillir une majorité sur un certain nombre de sujets, mais ça ne suppose pas de faire un deal avec le gouvernement. Ça, moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire le deal qui consiste à dire accordez-nous ça et en échange, on ne vote pas la censure. Enfin, moi, je ne m'engagerai pas. Je pense que ce serait une erreur de s'engager là-dedans. Et donc, toi, là, je te parle de toi en tant que responsable politique, pas forcément en tant que juste sénateur, mais toi, ce que tu penses, c'est qu'il faut refuser, du coup, tout ce qui pourrait être proposé par le gouvernement, si ça ne va pas dans le sens de ce qu'on propose, et il y a peu de chances, comme tu l'as très bien dit, que ça soit le cas. Et donc, derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement, au bout d'un moment, va chuter. Enfin, soit le budget ne va pas être voté, donc on va avoir une loi spéciale, c'est-à-dire qu'il y a la reconduction du budget de l'année dernière sans prendre en compte par exemple l'inflation, sans prendre en compte tout ce dont tous les nouveaux investissements dont on pourrait avoir besoin, donc ce qui est une catastrophe, et un nouveau débat à la fin du mois de janvier ou au mois de février. Et là, on repart comme en 40, c'est-à-dire assurer en fait de ne pas non plus atterrir sur un texte. Oui, mais ce qui se prépare là n'est pas tellement plus fameux. Donc la réalité, c'est que si on part de l'idée qu'il faut laisser perdurer ce gouvernement et donc le laisser poursuivre la même politique, on finira par valider
des orientations qui ne sont pas les nôtres non plus. Donc tu penses qu'il faut censurer? Donc si au final le gouvernement persiste à vouloir appliquer cette politique d'injustice sociale, évidemment qu'il faudra censurer. Et puis si la censure aboutit à une dissolution, ce sera la conséquence logique. Bon, mais on n'a d'ailleurs même pas l'assurance qu'en cas de censure, il y aurait dissolution derrière, puisque ça, pour le coup, ça relève d'un choix du président de la République qui nous a quand même habitués à faire tout l'inverse de ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire qu'il a dissous quand personne ne lui demandait de le faire, il aurait pu dissoudre il y a quelques mois, et il a décidé de ne pas le faire, alors même que ça aurait été une solution assez logique au vu de la crise politique dans laquelle on était. Bon, donc nous, restons cohérents par rapport aux positions qui sont les nôtres, menons nos combats et tirons-en les conclusions si on constate que le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Dans ceux qui, en gros, veulent négocier entre très gros guillemets, et genre chacun utilise le mot qu'il veut, avec le gouvernement, il y a ceux qui ont peur précisément de cette dissolution parce qu'ils voient la puissance en ce moment du Rassemblement national et ils se disent, s'il y a une dissolution, potentiellement, ils peuvent trouver une majorité qui est relative, qui est absolue, relative, après ils vont récupérer quelques députés LR pour avoir une majorité absolue, et donc il y a un danger extrême à cette dissolution. Toi, comment tu te situes par rapport à voilà, cette possibilité du fascisme qui existe de façon de plus en plus concrète dans notre pays? C'est évidemment une perspective qui m'inquiète beaucoup, mais enfin... à un moment donné, les Français retourneront aux urnes. Donc de toute façon, que les élections aient lieu dans 2 mois, dans 6 mois, ou en 2027, ça ne change pas grand-chose. Ça nous renvoie évidemment à nos propres responsabilités. Mais je trouve quand même que depuis le mois de septembre, nous avons commencé à mettre en lumière un certain nombre de contradictions du Rassemblement national. Je parlais tout à l'heure de la taxe Zucman. Voir les députés du Rassemblement national faire le tour des plateaux de télévision pour se faire les porte-paroles du MEDEF et les relais de la grande bourgeoisie, ça doit être exploité par nous, bien davantage que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Parce que c'est quand même l'un des changements majeurs depuis quelques mois, c'est que le Rassemblement national a engagé une vraie campagne de séduction du patronat. Et c'est vrai qu'on voit une partie du patronat aujourd'hui faire du RN sa carte joker. Bon. Sauf que ça a un prix. C'est-à-dire que le Rassemblement national, de fait, prend aujourd'hui leur parti, ce qui engendre un certain nombre de contradictions dans leur discours. Ça doit s'entendre davantage. Bon, mais donc ça, c'est un fil que nous devons être capables de tirer. Ce serait plus simple si la gauche parlait un peu plus d'une seule voix et éviter de truster les plateaux pour évoquer ses propres divergences internes. Voilà. Et ça, justement, cette unité de la gauche que tu sembles appeler de tes voeux, c'est quoi le chemin, en fait, pour la construire? Aujourd'hui, on a un peu l'impression quand même que c'est la zizanie et que chacun essaye de, alors, dans le meilleur des cas, construire son projet singulier, dans le pire des cas, essaye de tirer à boulet rouge sur son plus proche voisin. Bah, ça me rend fou, enfin je pense comme la majorité des gens, enfin des gens, non, des électeurs de gauche, qui espèrent qu'un jour ce pays pourra renouer avec la gauche, enfin non, moi je Mais il y a un chemin pour recoudre en fait cette gauche, où c'est foutu, il y a deux gauches irréconciliables. Non, j'y crois pas du tout, évidemment qu'il y a des positions différentes, mais je vois tellement les procédés parfois un peu caricaturaux qui permettent d'ériger des murs entre nous, que je trouve tout ça en fait assez artificiel. Assez artificiel. Donc tu penses que ça peut ne pas durer? Bah, moi je pense que la responsabilité s'imposera à nous. Bah, je trouve surtout que l'électorat de gauche est parfois plus mobilisé que les appareils de gauche. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de... On sous-estime nos propres bases. On a quand même eu des manifestations importantes au mois de septembre qui nous ont surprises nous-mêmes. Aux élections législatives en 2024, nous avons été surpris nous-mêmes par les résultats. Moi je me souviens, je ne crois pas l'avoir raconté publiquement, mais moi je me souviens, j'étais place du Colonel Fabien le soir des résultats du second tour des élections législatives de 2024. On a eu vers 19h, 19h15 les premiers sondages qui montraient que le nouveau Front populaire était en tête au second tour, à l'issue du second tour, en nombre de sièges. Personne n'y croyait au début.
C'est-à-dire que nous avons sous-estimé nos propres forces et nos propres capacités à mobiliser contre le Rassemblement national. Donc je ne dis pas que le contexte n'est pas inquiétant à bien des égards, je ne dis pas que le Rassemblement national n'a pas progressé depuis, mais ne sous-estimons pas nos propres forces et nos propres capacités de mobilisation, à une condition, c'est effectivement d'être capable de se rassembler. Moi je pense que les divisions et les zizanies internes nous font très mal. Voilà. Alors, en parlant de rassemblement et de zizanie, tu es sénateur de Paris, tu es un ancien élu parisien. Toujours. Ah, tu es toujours élu parisien, Oui. pardon. Ok, tu es toujours élu parisien. Ok. Donc, ce qui va se passer dans quelques mois, en mars, l'élection municipale à Paris, t'es aux premières loges et ça t'intéresse. Où est-ce que ça en est? Parce que là, on a l'impression qu'il y a plusieurs écuries, entre guillemets, à gauche. Il y a Sophia Chikirou, il y a donc Insoumise, il y a Emmanuel Grégoire socialiste, il y a David Béliard écologiste, il y a Yann Brossa communiste. Et en face, il y a le bulldozer Rachida Dati, qui pond une vidéo par jour, qui est très très présente sur le terrain et qui, dans les sondages au premier et au second tour, pourrait être en tête. Bon, il faudrait qu'on soit complètement fou pour ne pas s'unir. Et donc moi, mon avis, ma conviction, ma promesse quasiment, c'est qu'on sera unis au premier tour. En tout cas que la majorité municipale, socialiste, communiste, écolo, élargie, moi je le souhaite vraiment vivement à l'après, avec Daniel Simonet, qu'on soit capable de se présenter unis au premier tour. Enfin quand même, on a le fascisme à nos portes, on a Trump aux États-Unis, on a Meloni en Italie, on a Orban en Hongrie, on a en France une menace d'extrême droite, et nous, Paris, on ne serait pas capable de se rassembler pour faire de cette ville un pôle de résistance à l'extrême droite. On ne sait pas de quoi sera fait 2027. Attends, tu es en train de mettre Rachida Dati dans l'extrême droite? Ah, je pense que, à l'évidence, si Dati était élue demain, elle devrait son élection à Knafo et à Mariani. C'est-à-dire à Reconquête et au Rassemblement national. Tous les sondages le prouvent. Quand on doit son élection à l'extrême droite, on donne tous les jours des gages à l'extrême droite. Et quand je vois les sorties qu'elle vient de faire, notamment sur les réfugiés, notamment en tapant sur un certain nombre d'associations comme Utopia 56 qui vient au secours des réfugiés, elle est le relais, bien sûr, d'expressions qui relèvent de l'extrême droite. Quand la droite de Dati vote contre une subvention de 500 000 € à des librairies, parce que ces librairies vendent des ouvrages qui ne leur plaisent pas, notamment des ouvrages qui parlent de la Palestine. C'est quoi ? C'est en réalité les positions de l'extrême droite. C'est-à-dire que pour bénéficier d'une subvention pour une rampe d'accès handicapée, la librairie, elle doit ressembler à un relais, c'est-à-dire un magasin de livres qui ne vend que des livres d'extrême droite. Bah, je suis désolé. Ça, oui, ce sont les positions de l'extrême droite. Donc oui, c'est ça qu'on a en face de nous. Et je pense qu'il faut que tout le monde soit lucide là-dessus. Il y a un risque de basculement vers la droite, vers une droite extrême droitisée à Paris. Et donc, bien sûr qu'on sera capable de se rassembler. Moi, je souhaite vraiment qu'on soit rassemblés dès le premier tour, qu'on n'attende pas le second tour pour faire une liste d'union. D'accord. Et vous attendez quoi ? Eh bien, j'ai plein de rendez-vous en ce moment. Ça me prend d'ailleurs trop de temps parce que je préférerais faire autre chose. Mais en tout cas, moi, je pense que d'ici les 2-3 prochaines semaines, ça sera fait. Ok, mais parce que qu'est-ce qui bloquait jusqu'alors? Pourquoi vous êtes déjà pas unis entre les socialistes, les écologistes et les communistes et l'après? C'est un problème d'ego? C'est parce que genre David Béliard veut pas laisser sa place à Emmanuel Grégoire ou vice-versa? Mais ça peut, bon, et c'est pas indigne. Je comprends qu'il y ait des ambitions qui s'expriment, d'autant que les personnalités dont on parle sont des personnalités de qualité, donc que chacun ait envie d'exprimer une ambition, ça n'a rien d'illogique et rien de scandaleux, et personne n'est illégitime. Mais enfin, on est sur un scrutin de liste. Un scrutin de liste, ça permet à tout le monde d'avoir une représentation dans le futur Conseil de Paris, et on ne peut pas se permettre de laisser Paris basculer. Enfin, mais une fois de plus, il faut voir ce que dit Dati, parce qu'elle fait des vidéos, là, j'ai vu, elle monte sur une benne, etc. Elle propose la privatisation de la collecte des déchets. Je ne suis pas sûr qu'elle est allée le dire quand elle a rencontré des éboueurs. Elle propose de supprimer totalement la production de logements sociaux à Paris. Elle l'a dit d'ailleurs aujourd'hui dans une interview aux Échos. Elle dit on est à 25% de logements sociaux, il n'en faut pas un de plus. Ça n'empêche pas de nous envoyer tous les jours 10 courriers pour appuyer des demandes de logement social, mais c'est ça qu'on a en face de nous. Faut pas se faire d'illusions. Je sais, il y a des gens qui la trouvent drôle, qui la trouvent distrayante.
c'est une droite extrême droitisée. Et il faut voir les gens qui siègent dans le groupe de Dati. C'est des gens qui défendent les subventions au lycée Stanislas, qui nous reprochent à nous d'avoir gelé les subventions à Stanislas quand il y a eu toute une série de scandales sur des dérives sexistes et homophobes. C'est ça, c'est cette droite-là. Donc ne nous faisons aucune illusion. On n'a pas droit à l'erreur. Alors, à gauche, tu as parlé d'un rassemblement voilà, communiste, écolo, après, socialiste. Il y a aussi les Insoumis. Et dans les projections au second tour, qui disent que voilà, si Sophia Chikirou se maintient, parce que les socialistes ne veulent pas d'elle, ils ne veulent pas de la liste insoumise avec eux, bah ça aussi, ça pourrait faire gagner Rachida Dati. Toi, comment est-ce que tu vois en fait cette situation-là? Est-ce que tu vas dire à Emmanuel Grégoire et aux socialistes, non mais les gars, faut arrêter de déconner, et genre, il faut faire avec les insoumis? Et est-ce que tu penses qu'il y a une voie en fait pour leur faire comprendre ça? D'abord, moi j'ai pas d'ennemi à gauche, j'ai pas d'adversaire à gauche. Et en tout cas, j'ai bien compris que les insoumis feraient leur liste au premier tour. Moi je prends un engagement que je tiendrai jusqu'au bout de la campagne, qui est de concentrer mes attaques contre la droite et l'extrême droite, et uniquement contre la droite et l'extrême droite. Je ne demande pas aux autres de faire pareil, mais enfin en tout cas, je tâcherai de m'appliquer cette règle. Pour le reste, moi je ne vois pas comment au second tour, on n'en appelle pas au rassemblement de la gauche. Et donc moi je pense que bien sûr, s'il y a une menace de victoire d'une droite extrême droitisée, évidemment qu'il faudra que la gauche là aussi se rassemble. Alors, elle aura déjà réussi, je le souhaite, à rassembler la majorité municipale socialiste, communiste, écologiste au premier tour. Et puis pour ce qui concerne les insoumis, on regardera au second. Mais en tout cas, moi je ne serai pas de ceux qui ferment la porte. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. J'ai une dernière question, Yann. Dans les négociations que tu as avec Emmanuel Grégoire, avec David Béliard et avec les gens de l'après, est-ce que la question de la tête de liste, je te l'ai un peu posée en parlant de la question des égos, mais est-ce que c'est une question qui se pose? Genre, comment est-ce que vous l'abordez? Et est-ce que, par exemple, la possibilité que toi, tu portes la liste, tu vois, que ce soit du coup ni un écologiste, ni un socialiste, mais un communiste, en fait, qui porte la liste, est-ce que c'est envisagé? Si ta question est de savoir si je considère que je serais le meilleur candidat, oui, totalement. Parce que je pense que le sujet, c'est pas une question d'étiquette. La question n'est pas de savoir si on met un communiste, un écologiste ou un socialiste. La question est de savoir qui est le candidat qui sera le mieux capable de tenir tête à Dati, et qui est le candidat qui est le plus rassembleur à gauche, pour parler à l'ensemble des électeurs de gauche, notamment dans l'optique du second tour. Donc oui, moi j'ai la réponse à cette question, mais je respecte le fait que les autres ne répondent pas à la même chose. Et je ne ferai jamais de ma candidature un obstacle au rassemblement. Moi, ce que je souhaite surtout, j'ai envie de dire que la question de la candidature, elle n'est pas secondaire, mais enfin, c'est pas la première. La première question, c'est est-ce qu'on est capable de se rassembler? Et je ne peux pas imaginer qu'on ne soit pas foutu de se rassembler. Alors, avant de clore cette interview, je voudrais te faire... J'ai deux personnes qui aimeraient te poser des questions qui sont derrière. Donc, c'est deux stagiaires à regard qui vont embrayer, qui vont te poser des petites questions. Bonjour. Bonjour. Je suis Élie Brossard et j'effectue mon stage de 3e à Regard. J'aimerais vous poser deux questions. Premièrement, dans un monde où la jeunesse vote de moins en moins, comment l'intéresser de nouveau à la politique? Alors, je sais, on dit beaucoup que les jeunes se désintéressent à la politique. Bon, en même temps, quand je regarde les dernières élections législatives, par exemple, où il y avait un risque de victoire de l'extrême droite, j'ai vu beaucoup de jeunes à Paris me parler, s'intéresser aux élections. Donc, moi, je pense qu'on a une jeunesse qui s'intéresse à la politique, qui s'intéresse à beaucoup d'enjeux politiques, mais qui ne trouve pas toujours dans ce qu'on appelle les appareils partisans, c'est-à-dire les partis politiques, des cadres qui lui permettent de s'exprimer comme elle le voudrait. Bon, mais je vois quand même plein de jeunes qui s'intéressent à la politique malgré tout. Donc en fait, c'est pas tellement le problème des jeunes, c'est notre problème à nous, qui ne sommes sans doute pas suffisamment capables de l'accueillir et de lui donner la place qu'elle voudrait avoir pour pouvoir s'exprimer. Ok. Année après année, on peut voir que l'homophobie ne recule pas, voire progresse. Comment contrer ce fléau haineux et quelles seraient les mesures à prendre en plus de celles qui sont déjà prises actuellement? D'abord, je trouve que la situation elle est un peu paradoxale, parce que quand je regarde les 20 dernières années, moi j'ai commencé à m'engager en politique il y a un peu plus de 20 ans, du point de vue du droit, on a progressé. On a eu le Pacs, on a eu le mariage pour tous, on a l'ouverture de la PMA pour les femmes, pour les couples de femmes, donc
dans le droit, dans les textes de loi, ça va mieux. C'est-à-dire qu'on a progressé sur le chemin de l'égalité des droits. Simplement, ça n'a pas supprimé ou ça n'a pas fait disparaître l'homophobie, les LGBT-phobies de manière générale. Donc, c'est pas tant un sujet de loi qu'un sujet de mentalité. Et de mon point de vue, la question de l'éducation, de l'école, de la capacité qu'on a dans les écoles à sensibiliser à ces questions-là, elle est fondamentale. Moi, je le dis dans une assemblée, le Sénat, qui s'oppose très régulièrement au fait qu'on parle d'éducation sexuelle dans les écoles, dans les collèges, parce qu'un certain nombre de gens ici pensent que c'est pas bien. Bon. Simplement, sensibiliser aux enjeux de l'homophobie dès le collège, moi je pense que c'est fondamental. Et donc moi j'ai envie de me battre pour ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs à Paris, on aide beaucoup les associations LGBT. Quand la droite dirigeait cette ville, il n'y avait pas un euro qui était versé aux associations LGBT. On s'est beaucoup battu pour les soutenir, pour leur permettre de se développer, pour leur permettre de faire ce travail de sensibilisation. Bon, j'ai envie qu'on continue dans cette ville qui est Paris à se battre pour ces valeurs-là. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Elisabeth, je suis en Master 2 d'études théâtrales. Et je fais un stage chez Regard. Je me demandais, donc dans son histoire du XXe siècle, le PCF a toujours été très proche du théâtre et de sa volonté de démocratisation. Il y a eu même la création de la FTOF, créée sous l'égide du PCF. Aujourd'hui, le théâtre est réservé à un public de spécialistes. Et la question que je me posais, c'est comment repenser l'audience du théâtre ? Est-ce que cette responsabilité incombe celle de la politique ? En tout cas, c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que on ne peut pas se satisfaire du fait que le théâtre reste réservé à une catégorie de privilégiés. Bon, moi, je vais régulièrement au théâtre, mais je vois bien quel est le public qui se rend régulièrement au théâtre. Ça pose plein de questions. C'est pas, je pense, uniquement une question de politique tarifaire, ça l'est, mais c'est aussi le fait que pour beaucoup, sans doute, le théâtre reste quelque chose d'extérieur à leur vie, d'extérieur à leurs préoccupations. Bon, sans doute que dans les établissements scolaires, dès le plus jeune âge, on aurait beaucoup à faire pour que des jeunes se disent bah, le théâtre, c'est pour moi aussi. Et de ce point de vue, on a c'est sûr, des marges de progression importantes. Ouais. Merci. Et donc, mon autre question, un peu liée, face aux politiques d'austérité et aux coupes budgétaires de la droite et de l'extrême droite dans la culture, comment faire cesser que la culture soit la première sacrifiée, enfin pas la première mais soit sacrifiée. Tenir bon d'abord, tenir bon. Moi, ce que je trouve flippant dans l'ambiance actuelle, c'est que non seulement la droite, je pense à la présidente de la région Pays de Loire, non seulement elle baisse les subventions culturelles, mais elle en fait un argument politique. C'est-à-dire elle dit, voyez, tous ces gens qui sont payés à rien faire et qui vivent de subventions, on va leur sucrer leurs subventions, ce qui est une vision absolument horrible du milieu culturel. Bah, moi, je pense que si, franchement, il y a un sujet sur lequel la gauche doit tenir et ne doit pas lâcher, c'est de ne pas faire d'économies sur le dos de la culture. Et de ce point de vue-là, à Paris, bon, dans un contexte qui est aussi difficile pour les collectivités locales, et y compris difficile pour Paris, alors je sais que personne ne me croit quand je dis ça, mais même à Paris, on subit l'austérité budgétaire, nous avons fait le choix de ne pas réduire le budget de la culture. Non seulement je pense qu'il ne faut pas le réduire, mais que dans les années qui viennent, il faudra l'augmenter, notamment si on veut avancer sur le chemin de la démocratisation culturelle, parce que c'est un enjeu qui se pose aussi dans une ville comme Paris, malgré l'abondance de lieux culturels. Donc il faut tenir bon, il faut avoir le courage de dire que se séparer du monde de la culture, réduire l'aide qu'on fournit au monde culturel, c'est se couper nos jambes, quoi. Donc il ne faut pas lâcher là-dessus. Merci Yann Brossard. Merci à vous.